4h20 du matin. Le couloir de Belgorod a tremblé alors qu'une traînée de feu blanc fendait le ciel depuis 28 000 pieds. Les avant-postes russes ont enregistré un pic thermique soudain, suivi de la signature indubitable de missiles AGM-88E plongeant à près de Mach 1,8 vers une colonne en mouvement cachée sous les arbres. La première explosion n'a pas seulement brisé le silence. Elle a fracassé le bouclier électronique protégeant une formation s'étendant sur plus de 800 mètres, transportant des systèmes d'artillerie évalués à plus de 83 millions de dollars. Alors que les écrans radars étaient inondés d'interférences et que les sirènes d'alerte résonnaient à travers le secteur, Blue 110 à 7, le solitaire MiG-29 a amorcé une descente abrupte qui allait marquer le début d'une réaction en chaîne que personne au sol n'était prêt à affronter. Avant de continuer, si vous aviez été témoin de cette frappe initiale déchirant l'obscurité, à quoi vous attendriez-vous ensuite? Partagez vos pensées ci-dessous. 3h52 du matin. Le couloir de Belgorod reposait en silence sous un voile mince de brume dérivante. Le sol était sec, l'air vif, et la canopée forestière ressemblait à un océan sombre figé sur place. Mais haut au-dessus de cette immobilité, quelque chose bougeait. À 21 000 pieds, un unique scintillement thermique est apparu sur un radar d'alerte précoce russe, si faible et instable que le système l'a signalé comme du bruit environnemental. Les opérateurs se sont penchés plus près, incertains. Pendant 7 secondes, la trace a entièrement disparu, puis elle est réapparue, plus brillante, plus nette, trop délibérée pour être naturelle. Ce n'était pas un oiseau, ce n'était pas un écho-parasite, c'était un MiG-29. L'avion planait en mode passif, tous les capteurs actifs éteints, ne comptant que sur une suite optique infrarouge montée sous son fuselage. C'était un passage de reconnaissance déguisé en fantôme, pas une arme tirée, pas un son brisé, seulement la lente collecte de signatures cachées sous les arbres. Lorsque les Russes ont réalisé ce qu'ils voyaient, il était déjà trop tard. Une batterie Pantsir S-2 s'est animée, lançant 257 intercepteurs E-6 dans l'obscurité. Les missiles ont grimpé rapidement, traçant des spirales jumelles à travers le ciel, mais à 8000 pieds, le MiG-29 a effectué un tonneau de déplacement abrupt, glissant latéralement à travers le lobe radar et laissant les 2 missiles passer inoffensivement au-dessus dans la couche nuageuse supérieure. Pas de triomphe, pas de contre-attaque, juste un avion solitaire se frayant un chemin vers l'horizon. Mais avant de disparaître, ces capteurs ont capturé quelque chose d'extraordinaire. Une bande thermique de près de 600 mètres de long, la signature de multiples véhicules lourds voyageant à travers les bois de Belgorod. Moteur au ralenti, mouvement faible contrôlé, formation serrée. Kyiv attendait un signe. C'était celui-ci. À 3h57 du matin, l'opération Falling Horizon est passée de la théorie à l'exécution et la première ligne d'une bataille bien plus vaste venait d'être tracée. 4h16 du matin, le bord oriental de Belgorod s'est illuminé de 3 traînées verticales d'échappement s'élevant à travers les nuages bas comme des lances de feu blanc. Le commandement russe avait réagi plus vite que prévu. Un trio d'intercepteurs Sukhoi Su-30SM a rugi dans la nuit, balayant le couloir avec des faisceaux radar Bars à longue portée, cherchant ce qui avait échappé à leur réseau quelques instants plus tôt. Mais ils n'étaient pas seuls dans le ciel. 2 MiG-29 de la 114e brigade d'aviation tactique de l'Ukraine ont franchi la frontière à 24 000 pieds, volant en décalage échelonné conçu pour confondre les filtres d'alerte précoce. Ils ne transportaient aucune munition lourde, seulement des nacelles de reconnaissance Lightning, des lentilles silencieuses destinées à ouvrir l'obscurité et à exposer tout ce qui bougeait sous la canopée. Les Russes ont tiré les premiers. Une paire de missiles RRR-77 a tranché vers le haut à près de Mach 3, comblant l'écart en quelques secondes. Mais les pilotes de MiG ont exécuté une rupture synchronisée à basse altitude, plongeant de 20 000 pieds à 4 000 pieds en moins de 9 secondes. Le radar russe a perdu le verrouillage instantanément. Ce n'était pas un combat aérien, c'était une course pour l'information, et l'Ukraine l'a gagné. À travers la brume, les nacelles Lightning ont capturé un motif impossible à ignorer. Un convoi s'étendant sur près de 800 mètres, se déplaçant à 48 000 par heure, soutenu par un camion de commandement émettant de courtes rafales de trafic crypté. Plus alarmant encore, une unité mobile de guerre électronique traînait derrière, diffusant un brouillage à bande étroite toutes les 11 secondes. Cela signifiait que le convoi était important, trop important pour le laisser atteindre le front. Avant d'aller plus loin, si vous observiez cet écran radar voyant la formation émerger pièce par pièce, que penseriez-vous qu'il allait arriver ensuite? Dites-le moi ci-dessous.
À 4h21 du matin, les données ont afflué vers Kiev. Et dans la salle des opérations, une conclusion est devenue inévitable. La véritable frappe, celle qui façonnerait la matinée, appartiendrait à un seul MiG-29 attendant dans les ombres du chapitre 3. 4h35 du matin, l'air supérieur au-dessus de Belgorod vibrait d'un bourdonnement bas et montant. Il provenait d'un unique avion grimpant à travers un couloir sombre de nuages épars. MiG-29 Blue 110 à 7 voyageants légers, portant un seul but, l'avion s'est stabilisé à 28 000 pieds. Son nez pointait directement vers une section de forêt où le convoi se déplaçait maintenant en une ligne rigide. Ce qui s'est passé ensuite allait dicter les 12 prochaines heures de combat dans tout le secteur. Sous la cime des arbres, la formation s'étendait plus loin que les analystes ne l'avaient prévu. 14 canons automoteurs PLZ-05 pesant chacun plus de 30 tonnes. 22 transporteurs logistiques chargés de caisses de munitions et de barils de carburant. Un camion mobile de guerre électronique transmettant des impulsions sur un rayon de 40 km. La valeur combinée était stupéfiante. Plus de 83 millions de dollars en matériel, avançant à travers une bande de terre normalement utilisée pour des missions de ravitaillement saisonnières. Les capteurs de Blue 110 à 7 se sont verrouillés sur le véhicule de guerre électronique en premier. L'avion a basculé dans un piqué de 65 degrés, accélérant au-delà de 600 nœuds. À 13 000 pieds, le pilote a largué 2 missiles AGM-88E qui ont filé vers le bas en un alignement parfait. Une ondulation lumineuse a traversé la vallée alors que les émissions du camion de guerre électronique disparaissaient, laissant le convoi entier électroniquement exposé. Le MiG ne s'est pas retiré. Il a poussé plus profondément, descendant à 1000 pieds. Blue 110 à 7 a armé un groupe d'armes de précision JDAM-ER, chacune programmée avec des signatures thermiques séparées, extraites des flux de reconnaissance. 4 détonations ont éclaté à travers l'axe du convoi, coupant la formation en segments isolés. Les moteurs ont calé, le mouvement s'est arrêté, la route est devenue une chaîne de machines hors d'usage, piégées sous une canopée de fumée dérivante. Les forces russes ont tenté de riposter. Un Kamov K-52 a décollé d'une base voisine, ses capteurs thermiques cherchaient l'attaquant. Mais l'interférence créée par les AGM-88 a généré un secteur aveugle, errant, forçant l'hélicoptère à battre en retraite plutôt que de risquer d'entrer dans le couloir instable. En moins de 180 secondes, la frappe décisive de l'opération s'était déroulée. La ligne des arbres brillait de colonnes de chaleur montante et le convoi, autrefois intact, gisait maintenant éparpillé à travers la piste forestière, son élan brisé, son but effacé. Blue 110 à 7 a grimpé de nouveau dans le ciel calme, laissant derrière lui l'onde de choc initial d'une bataille qui était loin d'être terminée. 4h48 du matin. Une brume sourde dérivait sur la lisière des arbres, s'élevant en longs piliers vacillants. La frappe de Blue 110 à 7 avait duré à peine 3 minutes, mais les conséquences portaient le poids d'une heure. Des signatures de chaleur pulsaient à travers le sol de la vallée, un arc d'un demi-kilomètre de machine hors d'usage. Chaque écho capturé par des satellites de reconnaissance en orbite, alors que la carte électromagnétique de la région changeait violemment. Le commandement russe a réagi immédiatement. Un avion de renseignement électronique Ilyushin Il-20M a décollé de Belgorod Nord, volant à 22 000 pieds, balayant ses antennes dans un large modèle de recherche. Mais chaque passage renvoyait une télémétrie distordue. L'interférence résiduelle du véhicule de guerre électronique détruit formait un couloir statique instable, courbant les signaux et créant des poches d'espace aérien aveugles qui s'étendaient sur plus de 11 km le long de la lisière de la forêt. L'Ukraine a profité de l'ouverture. Une seconde paire de MiG-29, indicatifs Gray 14 et Gray 21, a traversé le secteur à moyenne altitude, escortant la route de retrait de Blue 7. Leur radar fonctionnait en mode de faible probabilité d'interception, renvoyant des données à un nœud de commandement près de Kharkiv. D'en haut, la zone de frappe ressemblait à un paysage fracturé de silhouettes métalliques, chacune irradiant de l'air chaud mais ne produisant aucun mouvement coordonné. La Russie a tenté de restaurer la domination aérienne. Un Sukhoi Su-34 est monté depuis une base du Sud armée de munitions planantes de précision, destinée à neutraliser tout avion ukrainien persistant. Mais alors qu'il approchait de la bande d'interférence, ses capteurs ont scintillé d'abord faiblement, puis en panne totale, forçant l'équipage à se retirer plutôt que de risquer de s'engager à l'aveugle dans un espace aérien corrompu. Pendant une brève fenêtre, le ciel n'appartenait à personne, ni à la Russie, ni à l'Ukraine, juste une étendue maintenue, ouverte par l'onde de choc d'une seule frappe.
À l'intérieur de la salle des opérations de Kiev, les analystes ont commencé à reconstruire les retours satellites image par image. Ce qu'ils ont trouvé, des vides de signal, des panaches de chaleur changeants, un trafic de communication erratique, suggérait que la destruction du convoi n'était que la première fracture d'un effondrement tactique plus large. La phase suivante ne concernerait pas une seule attaque. Elle concernerait les conséquences se propageant vers l'extérieur, se resserrant autour de tout le front nord. 5h22 du matin, la carte tactique du nord de l'Ukraine a changé pour la première fois depuis des semaines, non pas à cause de territoires gagnés, mais à cause de quelque chose de bien plus perturbateur. La disparition soudaine d'un convoi valant plus de 83 millions de dollars, une perte qui s'est propagée à travers la chaîne logistique nord de la Russie comme un câble de tension rompu. Dans le secteur de Belgorod, les unités de première ligne ont ressenti l'impact immédiatement. Les équipes d'artillerie attendant les renforts PLZ 05 ont signalé un silence sur les canaux cryptés qui étaient normalement actifs toutes les 30 minutes. Les opérateurs de drones scannant le couloir Pisky-Vovchansk ont détecté 27 pertes de signal distinctes en seulement 1 heure. Une anomalie vue uniquement lorsqu'un nœud de commandement est manquant ou hors ligne. Même les radars au sol le long de la ceinture de Karacha montraient de faibles vides là où une couverture chevauchante existait autrefois. L'Ukraine a agi rapidement. Les équipes de reconnaissance le long de la frontière ont avancé de 1 à 2 km dans des zones tampons précédemment contestées, marquant des carrés de grille qui avaient résisté au mouvement pendant des mois. Ils ont trouvé des caches de carburant abandonnées, des traces de pneus éparpillés et une curieuse absence de discipline radio. Tous les signes d'un secteur réagissant sans coordination. Pendant ce temps, à Moscou, le choc était bien plus profond. Des rapports internes circulaient discrètement entre les officiers supérieurs. Des inquiétudes que les systèmes fournis par les Chinois étaient trop vulnérables aux attaques électroniques aériennes. Des questions pour savoir si l'itinéraire avait été compromis des jours plus tôt. Et la question la plus sensible de toutes, pourquoi une colonne logistique entière pouvait disparaître sans une seule transmission de détresse ? Pour le commandement nord de la Russie, la perte ne concernait pas seulement l'équipement, elle concernait le timing. Le convoi détruit avait été programmé pour renforcer la ligne de Kharkiv dans les 12 heures. Sans lui, la parité d'artillerie se dissolvait. Les forces ukrainiennes, utilisant des batteries plus anciennes mais bien coordonnées, ont gagné un avantage de tir temporaire sur une étendue de 12 km du front. Sur les écrans de Kiev, les analystes traçaient les effets en cascade. Interruption de communication, bataillons repositionnés, intervalles d'approvisionnement ralentis, le motif était indubitable. La frappe de Blue 110 à 7 n'avait pas terminé une mission. Elle avait fait basculer tout l'espace de bataille et l'onde de choc s'étendait encore. 6h04 du matin. Le premier passage satellite à spectre complet, venant de l'ouest, a coupé à travers le couloir de Belgorod, révélant les conséquences avec une clarté troublante. La route forestière, qui portait autrefois une colonne renforcée, montrait maintenant une cicatrice thermique de près de 900 mètres de long, ponctuée de formes métalliques sombres refroidissant inégalement. Pas de mouvement, pas de chaleur moteur, seulement une ligne fracturée là où une artère d'approvisionnement avait cessé d'exister. Pour le commandement russe, les implications ont fait surface avant que les images ne finissent de se télécharger. Dans 3 districts séparés, les horaires de tir d'artillerie ont glissé de 20 à 40 minutes, un retard inouï pendant les heures opérationnelles de pointe. Les convois de carburant déroutés par des routes secondaires ont vu les temps de transit doubler. Même les centres de communication à courte portée, normalement synchronisés par le commandement régional, ont enregistré 46 eurodatage discordants sur une seule heure. Preuve que le réseau de contrôle nord luttait pour rétablir l'ordre, l'Ukraine surveillait chaque anomalie en silence. Les analystes au centre d'opération conjointe de Kiev suivaient comment l'absence du bataillon PLZ 05 remodelait toute la ligne nord. Sans canons neufs et stock de munitions, les batteries russes ont réduit les cadences de tir de près de 30%. Ouvrant des fenêtres étroites où les brigades ukrainiennes avançaient dans des crêtes légèrement défendues, de petits gains mesurés en centaines de mètres, mais significatifs dans un secteur longtemps gelé par la parité. Bien au-delà du front, l'écho politique voyageait encore plus vite. À Moscou, les officiers supérieurs confrontaient une vérité inconfortable. La première livraison majeure de soutien d'artillerie étranger s'était dissoute avant de tirer un seul coup. Les questions se multipliaient sur le routage, sur le bouclier électronique, sur la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement à fabricants mixtes. Aucune n'avait de réponse immédiate. Mais une réalité se dressait au-dessus du reste.
Un solitaire MiG-29 volant sans fanfare avait démantelé un pont logistique entier valant plus de 83 millions de dollars et forcé un recalibrage de la campagne nord, pas par une force écrasante, mais par le timing, la précision et une compréhension de la fragilité réelle des réseaux d'approvisionnement modernes. Le soleil a rampé sur la ligne de crête orientale et avec lui, l'horizon du conflit avait indéniablement changé. Alors que l'aube se levait sur le couloir nord, les dernières images satellites confirmaient tout. Une frappe précise avait fracturé une ligne d'approvisionnement, bloqué une avancée et forcé un secteur entier à rétablir ses appuis. Un seul MiG-29 avait fait basculer l'équilibre sans jamais être vu. Si cette opération se déroulait sous vos yeux, quel moment resterait le plus avec vous ?